Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On garde le masque ou pas, comme vous voulez. C'est la fenêtre n'est pas très. Il y a des travaux, donc voilà. Quand on porte le masque, c'est que les travaux sont là. Aujourd'hui, pour débattre, Nicolas Corato, bonjour, président du fondateur bonjour, du think tank Place de la République. Christian de Villeneuve, bonjour, journaliste politique, bonjour. Et Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, bonjour. Également dans le studio. Virginie Leguet va nous rejoindre dans un instant, chef adjoint au service politique de Paris Match. On va parler confinement, évidemment. Qu'attend Emmanuel Macron? Les petits couacs ici ou là, avec un porte-parole qui dit on pourrait rallonger les vacances dans un sens ou un autre, les vacances scolaires, et le ministre de l'Éducation qui dit non, pas du tout. Le sondage Harris Interactive, Marine Le Pen et Macron au coude à coude au deuxième tour. C'est la première fois, vous me démentirez si c'est ça, c'est la première fois que Marine Le Pen est en position de l'emporter. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 points d'écart, et les 2 points d'écart, c'est la marge d'erreur des sondages. Donc tout est possible, ils sont quasiment à égalité. C'est dans 15 mois. Et puis faut-il rebaptiser des collèges Samuel Paty? On voit qu'ici ou là, ce n'est pas du goût de tout le monde. On fait un petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Christian, on va commencer avec toute autre chose. Oui, moi j'ai envie c'est un peu lié au Covid quand même. Oui, exactement, mais je cherche du positif. Alors donc j'ai trouvé, avec un peu de mal, j'ai quand même trouvé. Non, en cette période de pénurie culturelle, je crois qu'il faut saluer l'initiative de Delphine Ernotte et de France Télévisions de créer cette chaîne Culture Box qui va diffuser, je crois, ses émissions à partir de la semaine prochaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui va proposer des programmes concernant le théâtre, le cinéma, l'opéra, les concerts, va leur donner des rediffusions. Donc je trouve cette initiative excellente, et puis qui va satisfaire, j'espère, le public, et qui est une manifestation du soutien aux artistes qui en prennent plein la gueule en ce moment. Non, mais alors ça va être le canal 19. Oui, c'est ça. Le canal 19 de Ex-France O. C'est le CSA a attribué cette fréquence pour un temps donné, donc c'est plutôt. Oui, puis il faut relever la rapidité de la réaction. En 15 jours, ils ont réussi à mettre en place une chaîne. Non, chapeau. Le CSA a réagi assez rapidement d'ailleurs et a répondu favorablement à cette demande. Virginie, est-ce qu'elle est avec nous ou pas? Non, elle n'est toujours pas avec nous. Jérôme Dubus, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule contre Arnaud Montebourg. C'est facile, ça. Je repasse dans le politicien, mais je trouve que lancer sa campagne présidentielle actuellement, le faire avec beaucoup de tapage médiatique comme il sait le faire, aller à Lannion sur le site d'Alcatel lundi dernier pour une visite en Bretagne où il y avait une centaine d'ailleurs de salariés qui sont en difficulté, on peut en parler tout à l'heure, je trouve ça totalement démago. Voilà, je trouve ça démago, je trouve ça déplacé, je trouve que ce monsieur, pour lequel j'avais une certaine estime parce qu'il a des idées par ailleurs, il ne faut pas le contester, et je trouve que là, il a fait une erreur de quart majeure, j'ai l'impression, et je trouve qu'il a eu tort de faire son mini-Trump à Lannion. Je trouve que ce qu'il a dit, d'ailleurs, est totalement faux. Enfin, il a fait de la démagogie à outrance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était temps de créer un nouvel Alcatel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'adresse à des salariés qui sont en difficulté, parce que c'est le 4e ou 5e plan de licenciement. Il y a 750 salariés qui sont menacés, évidemment. Et donc, je trouve ça complètement décalé de parler d'un nouvel Alcatel à ses salariés. Alors qu'il aille les voir, qu'il aille les réconforter, moi je trouve ça très bien, mais qu'il annonce cette espèce de Tour de France à partir de l'exploitation d'un site qui va mal, je trouve ça assez démagogique. Ça s'appelle de la politique, non? Oui, non, c'est de la politique politicienne. Surtout, c'est pas de la bonne politique. Quelle est sa légitimité? Il n'est plus élu. Il est la seule légitimité. Il est candidat à la candidature à la présidentielle. Bon, voilà. Donc après, on peut s'autoproclamer. Il n'appartient même pas au PS. Il n'appartient plus au PS. Donc je trouve ça totalement déplacé. Nicolas Corato. Oui, Valérie, je voudrais. Non, je ne m'étonne pas que Jérôme s'étonne que, en ces temps troublés, on puisse continuer à faire vivre le débat démocratique, pluraliste, et la vie politique telle qu'elle est. Moi, je ne m'étonne pas ni ne
ne m'indigne que des hommes politiques fassent vivre le débat démocratique. Même je trouve que c'est plutôt bien en ce moment d'avoir d'autres sons de cloche et d'autres voix que celles du gouvernement. D'abord, ça nous évite les couacs à répétition. Je trouve que Arnaud Montebourg est complètement dans son rôle. Je rappelle que dans presque un an, nous allons voter pour les présidentielles et les législatives. Non, plus d'un an. Qui serait temps quand même que le débat démocratique s'organise autour de ce sujet. Et donc moi, je ne suis pas du tout choqué que des hommes politiques remplissent leur rôle. Après, sur le fond, il était à Lannion. D'ailleurs, il n'était pas seul, Jérôme, à Lannion. Il était avec Monsieur Le Fur, qui est un élu des Républicains, un parlementaire. Oui, mais c'est un élu du coin. C'est le député local, du coin. Ça n'a rien à voir. Il ne lance pas sa campagne présidentielle, Monsieur Le Fur. Mais qui porte aussi un certain nombre de sujets au niveau national. Donc, je m'étonne toujours que les sympathisants de La République En Marche s'indignent que d'autres qu'eux puissent participer au débat public. C'est la vie démocratique, il faut s'y habituer, ça s'appelle la République. C'est le lieu et c'est le public qui est choquant, c'est pas le fait que M. C'est choquant d'aller voir des salariés qui sont en grève. Mais c'est pour leur dire qu'on va créer un nouvel Alcatel alors qu'il faut 10 ans pour le faire, ce que fait l'État pour leur site industriel. C'est extrêmement choquant, oui, c'est une exploitation de la misère. Pourquoi les députés LREM ne vont pas voir ces salariés, ces ouvriers qui sont en grève? Allez, on va pas faire l'heure dessus. Voilà, pour Arnaud Montebourg. Quelle est la crédibilité de ce monsieur, en plus? Ah bon? Quelle était celle d'Emmanuel Macron il y a un an avant la présidentielle de 2017? Oui, on en reparlera, ça n'a rien à voir. Allez, Virginie Leguet nous a rejoint. Virginie, un coup de cœur. Oui, pour le Vendée Globe et ces magnifiques aventures sportives qui nous a totalement déconfinés en ces temps de confinement. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est un tour du monde sans escale ni assistance. Et je rappelle que cette année, ce Vendée Globe, qui était la 9e édition et qui se déroule tous les 4 ans, a donné lieu à tout un tas d'événements totalement inattendus qui ont créé un suspense très fort et que finalement ce n'est pas celui qui est arrivé le premier qui va être le premier réellement, mais que les bonifications qui ont été accordées à celui qui est aujourd'hui à le titre sont parce qu'ils ont été déroutés pour sauver en novembre Evelyne Escoffier. Oui, Evelyne Escoffier. Exactement, pardon, excusez-moi, bien sûr. Exactement, voilà. Bon. Donc je voulais donner un coup de chapeau à ces marins qui s'expriment toujours de façon très simple et très juste et très modeste, alors qu'ils viennent de passer une épreuve incroyablement difficile et solitaire, et qu'on explique souvent d'ailleurs que leur retour sur la vie réelle est parfois très difficile. Exactement. C'est pas fini. Je vous propose d'écouter cette arrivée. Il y a Yannick qui a gagné le Vendée Globe. Voilà, tout le monde est réveillé maintenant au Sable d'Olonne parce qu'il y a tellement de bruit avec le feu d'artifice que tout le monde va se lever pour voir cette victoire et ce chenal pour Yannick Bestaven. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Ah, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude totale à ça quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe. Voilà. C'est vrai que les Sables d'Olonne ont été réveillés par ce feu d'artifice ce matin. Ça change un petit peu et c'est vrai que normalement il y a une liesse qui accueille les bateaux. Là, je crois que ça a été. Il y avait 300 personnes. C'était un peu tristounet. Mais bon, c'est vrai qu'il faut saluer l'exploit. Vous avez raison. Oui. Nicolas Corato, on va revenir avec vous. On va marquer une pause pour le journal. Vous voulez évoquer le traitement médiatique de l'affaire Youri. On en parle avec vous dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Christian de Villeneuve, journaliste politique, et Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. On va reparler de ce confinement qui arrive, qui n'arrive pas. Quelle sera la décision d'Emmanuel Macron? Ce sondage qui donne Marine Le Pen et Emmanuel Macron au coude à coude au deuxième tour. Petit tour de table, on a presque fini. Nicolas Corato, vous vouliez évoquer l'affaire Youri. Oui, en fait, moi je voulais parler du Vendée Globe, mais oui. Voilà, parce que j'avais envie moi aussi de prendre l'air. C'est mieux que tu parles du Vendée Globe, non? Mais je sais bien, j'étais sûr. Non, je voulais parler du traitement médiatique de l'affaire Youri sans revenir sur le fond de cet horrible fait divers.
barbare et hautement condamnable. C'est pas la première fois, et c'est vieux comme le monde, que on a des réactions épidermiques par rapport à une actualité extrêmement chaude. Dans l'affaire Youri, comme dans certaines autres affaires qui ont eu lieu ces derniers temps, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est finalement que les journalistes semblent céder le pas aux éditorialistes. Et d'ailleurs, on se demande parfois où sont les journalistes sur les plateaux télé pour revenir sur l'information première, vérifier, croiser les sources, aller à la source, faire un travail d'objectivation des faits, et qu'on donne de plus en plus la première réaction à la main des éditorialistes qui ensuite brodent et retrouvent et essayent de retrouver le chemin de leur discours habituel à partir de faits qui sont souvent très très difficiles à appréhender. Alors peut-être que les éditorialistes font plus d'audience que les journalistes, peut-être qu'un journaliste ça coûte plus cher qu'un éditorialiste, peut-être que l'opinion aujourd'hui et le public veut plus d'opinion que d'information. Je ne sais pas comment analyser ce fait sociologique, mais je trouve que dans cette affaire, comme dans plein d'autres, la réaction d'opinion à chaud est pire que la réaction d'information à chaud. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a choqué très précisément sur cette affaire, sans rentrer dans les détails, mais quand j'ai entendu quasiment à la minute près, après que la vidéo soit diffusée, que voilà, aujourd'hui on pouvait plus sortir tranquille de son collège sans être fortuitement agressé par des bandes de sauvageons ensauvagés, etc., qu'il semble, d'après ce que dit le procureur de Paris aujourd'hui, qu'en fait on est dans un schéma d'assassinat, c'est-à-dire de préméditation et de préparation. Oui, d'affrontement entre bandes. Tout à fait horrible, et de règlement de compte et d'affrontement entre bandes. Ça n'enlève rien à la barbarie des faits, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça enlève énormément à certains raisonnements que j'ai entendus immédiatement après la diffusion de cette vidéo. Et donc je me dis quand même que j'aimerais bien que sur les plateaux télé, radio, reviennent des journalistes spécialisés dans les services police-justice qui savent aussi aller à la source et peut-être modérer certains propos. Voilà, c'est simplement le cadre. Je suis sûr que Jérôme sera d'accord avec moi. Non, mais je partage. Moi, je ne veux pas commenter cette affaire puisqu'on n'en sait pas plus. Il y a une enquête du procureur qui est diligentée. Moi, je crois qu'il faut attendre les faits, mais on n'empêchera pas les chaînes, les médias, la presse de réagir à chaud. Ça, c'est quasiment impossible. Alors qu'il y ait des journalistes pour tempérer, moi je veux bien, et des journalistes spécialisés, mais on n'empêchera pas de réagir à chaud. Et c'était un déferlement samedi soir, effectivement, où on a dit des choses qui se sont révélées pour le moins pas exactes. Il y a aussi une responsabilité, de la famille de Youri qui est allée sur les plateaux télé, le plateau d'Hanouna, c'était un bon élève, donc il y a un emballement médiatique là où vous avez raison. Et puis il y a une chose que je voulais noter, c'est que quand il y a eu l'agression, on nous a montré la photo de Youri, jeune garçon, petite tête d'ange, et à partir du moment où on a su que c'était un petit peu plus compliqué, qu'il faisait partie d'un gang, on a mis cette photo où il est ado avec un début de moustache, les cheveux longs, où il est moins sympathique, je veux dire. Et là, moi j'ai été un peu choquée par ce changement d'image. Et puis de toute façon, quel que soit, je comprends ce que vous dites, mais quel que soit ce qu'il ait fait, il mérite pas de se faire tabasser ni taper dessus par une horde de barbares. Et j'ai pas eu le sentiment, en tout cas nous sur Sud Radio, qu'on l'ait traité différemment. Moi, j'ai invité Xavier Hofer pour parler des phénomènes de bande, de la violence des mineurs, et pas on peut plus sortir la nuit. Christian de Villeneuve. Oui, moi je dirais que la force de l'image a tout emporté, et aujourd'hui la rapidité, comme on a une information instantanée qui laisse peu de place à l'enquête et au reportage. C'est ça le problème. Donc il faut réagir tout de suite, il faut créer le buzz tout de suite. Résultat, l'image a tout emporté. Non, puis là, l'émotion de l'émotion. Là, il y a eu à l'évidence un phénomène parisien, parce qu'effectivement c'était la première fois que ça se passait comme ça dans Paris, en plein Paris, dans le 15e arrondissement, sur la dalle de Beaugrenelle, donc c'était très symbolique, mais malheureusement, des affaires comme ça, il y en a tous les soirs. Il y en a tous les soirs, il y en a tous les jours en France, malheureusement. Bien sûr que si. Il n'y a pas tous les soirs des affaires comme celle de Youri. Vous ne pouvez pas dire ça, Jérôme. Mais malheureusement, si. Mais vous ouvrez le journal de temps en temps. Hier, il y a un jeune de 19 ans qui a reçu 30 coups de couteau dans le ventre. Alors, c'est peut-être pas le même procédé, mais il y a des actes violents entre jeunes pratiquement tous les jours. Il suffit d'aller consulter les registres des plaintes, des mains courantes dans les commissariats. C'est affolant.
C'est affolant. Enfin, Virginie, fais-le, tu verras. Oui, si je peux dire quelque chose en tant que journaliste, puisque j'ai eu le sentiment que les journalistes et les éditorialistes étaient d'une certaine façon mis dans le même sac et dans le même lot. Moi, il me semble que j'ai entendu, y compris sur les chaînes d'info continue, et là je suis d'accord pour dire que les chaînes d'info continue entraînent une accélération des commentaires et de l'information, mais j'ai entendu sur ces mêmes chaînes de très nombreux journalistes spécialistes de sécurité, spécialistes de tout un tas de choses, s'exprimer, dire les choses, raconter où en était l'enquête ou où elle n'en était pas. Et ce que vous appelez éditorialiste, je ne sais pas très bien ce que ce mot recouvre chez vous, si c'est des gens qui donnent leur avis, mais alors ça peut être aussi bien des hommes politiques, des spécialistes de la communication. Je ne sais pas très bien ce que sont ces éditorialistes, mais les éditorialistes, c'est un mot qui ne recouvre rien. Il y a les journalistes qui peuvent effectivement commenter l'actualité, et puis il y a ceux qui sont invités sur les plateaux et qui concernent plein de professions différentes. Et je dirais une dernière chose, si vous considérez que ce sont les éditorialistes qui donnent des mauvaises informations, non, les éditorialistes, d'ailleurs je ne sais toujours pas qui c'est, mais ce sont surtout les réseaux sociaux qui s'enflamment et qui diffusent des informations qui n'ont pas le temps d'être corrigées, parce que les journalistes, eux, ont des temps d'imprimerie, de journaux beaucoup plus longs que les réseaux sociaux, et que sur les réseaux sociaux, on peut s'exprimer de façon anonyme, à visage couvert, et qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Donc ce sont des choses extrêmement différentes. Quand vous dites que ça n'existe pas, Nicolas Corato, la veille, la preuve dans l'affaire Youri, c'est que la veille, il y avait eu un affrontement de bandes et où on a pu voir l'image d'un jeune qui s'était fait tabasser. Non mais Valérie, pardon, je n'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai essayé de corriger le propos de Jérôme qui nous disait qu'il y en avait tous les jours des affaires comme celle de Youri. Oui, il y en a tous les jours des affaires aussi gravissimes qui sont des tentatives d'assassinat en bande organisée. Excusez-moi, regardez les statistiques du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Elles démontrent ce que vous venez de dire à l'antenne. Et il faut faire attention également à ce qu'on dit quand on n'a pas les statistiques sous les yeux. On se fiche des statistiques, franchement. Regardez ce qui se passe. Mais oui, allez consulter les mains courantes dans les commissariats le lendemain, le soir. Donc il faut faire attention aux statistiques, donc il faut faire attention aux études des scientifiques. Enfin, je veux dire, si on met tout en cause, effectivement, il n'y a plus de données objectives. Je suis d'accord. Non, mais moi, je lis tous les jours le journal le matin. Vous avez, en l'occurrence dans le Parisien, tous les jours des histoires comme celle-là, des agressions. Là, il y a eu la vidéo, il y a eu la force de la vidéo. C'est ça qui a fait la différence. Mais des affrontements entre bandes ou des mecs qui se font poignarder. Allez, porte de la Chapelle, vous allez voir qu'il y a des affrontements, des gens qui se font poignarder, etc. Bon, allez, on change de sujet. Je voulais vous faire réagir. Je veux bien t'emmener si tu veux. Je voulais pas de problème, Jérôme, je suis juste à côté. Il y a la violence visible, et il y a la violence invisible, et il y a la violence cachée. Et ce sont des choses que, depuis 30 ans, les responsables politiques de gauche comme de droite ont eu tendance à mettre sous le tapis pour des raisons électorales, de clientélisme. Mais quand vous entendez les récits des maires qui, depuis quelques mois, sont de plus en plus touchés par ces faits divers-là, vous croyez que la réalité dépasse de loin ce qu'on peut imaginer. On lance tout de suite la pub. La pub, on part en pub et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour parler du confinement. Et puis également cette question, est-ce que vous êtes choqués quand on veut rebaptiser des collèges du nom de Samuel Paty? On se retrouve dans un instant. Avec vous, on est ensemble sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors, je vous posais la question qui était de savoir s'il fallait rebaptiser des collèges du nom de Samuel Paty, cet enseignant décapité. On se pose la question au collège Les Eucalyptus d'Olioul dans le Var, puisqu'un certain nombre de personnalités ont refusé, de parents d'élèves, de collégiens, qui ont refusé que ce collège soit rebaptisé du nom de Samuel Paty en disant que ça faisait d'eux des cibles. Moi, je trouve, franchement, effectivement, là, ce qui s'est passé, c'est à Olioul, dans le Var. Dans le Var, et quand même choquant, puisque je crois 100% des enseignants, 90% des parents d'élèves et 70% des élèves ont refusé que leur collège, que leur établissement soit baptisé Samuel Paty. Je trouve ça franchement
extrêmement inquiétant, car je pense que les hommages sont importants. Les symboles qui raffirment les valeurs de la République et en particulier de la laïcité. Donc on ne peut que regretter qu'on cède à la peur d'un groupe finalement extrémiste qui sème, c'est vrai, la terreur. Mais il faut peut-être pas trop s'étonner de cette situation quand on sait que déjà 50% des enseignants disent s'auto-censurer dans l'enseignement de toutes les questions liées à la laïcité. Donc c'est un recul inquiétant. Alors, il y a d'autres raisons d'espérer. Je crois qu'ailleurs, dans d'autres villes, il y a des établissements baptisés Samuel Paty. Mais c'est des signaux qui sont inquiétants. C'est des symboles. Moi, je suis un peu plus modéré là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Il y aura des collèges qui seront baptisés Samuel Paty. Il y en a déjà un là où il enseignait. Et c'est très bien comme ça. Et tout le monde. Et là, il y avait 100% d'unanimité. Alors, c'était après le choc. C'était tout de suite. Évidemment, il y avait le choc de l'assassinat de Samuel Paty, etc. Mais je ne crois pas qu'il faille généraliser ce qui s'est passé là dans cette commune. Moi, je pense que pour rebaptiser un collège, il faut une unanimité quasi. Enfin, il faut un consensus de la communauté éducative, les parents d'élèves, évidemment, les professeurs, etc. On ne peut pas le faire, on ne peut pas l'imposer. Donc, peut-être que d'autres possibilités sont envisageables. Des rues, des places, Samuel Paty, pourquoi pas? Pourquoi toujours un collège? Parce qu'il était enseignant. Ça n'empêche pas. On a donné des noms de rues à des enseignants. Voilà. Donc, cet établissement était rue du Général. Rue du Colonel Beltrame, absolument. Donc ils sont dans le symbole. Nicolas Corato. On n'est pas obligé de se focaliser sur des collèges. Mais je voyais comme quoi le terrorisme nous divise et d'une certaine manière progresse dans son objectif, y compris sur ces sujets-là. Je crois qu'il ne faut pas... c'est compliqué de mettre en exergue la peur des autres. La peur, elle est collective et elle touche tous les milieux de la société. Et c'est bien le but de l'entreprise terroriste. On peut bien de terroriser une société et d'en arriver effectivement à ces réflexes de protection qu'on peut tous comprendre. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que pour avoir participé à des processus de nomination de noms, de collèges, d'écoles, on sait effectivement que c'est un projet d'établissement et qu'il faut que les maires, généralement, se tiennent assez loin de ces sujets-là. Je pense que dans le cas que vous citez, le maire s'est tenu très très près de ce sujet. Et deuxièmement, on vous conseille de faire attention à l'actualité, c'est-à-dire d'aller chercher des noms qui sont suffisamment loin du clivage actuel, je dis de manière générale, c'est le conseil qu'on donne, pour éviter justement que l'école n'aspire tous les maux de la société. Et je pense que autant Samuel Paty était un enseignant, et c'est important que le monde de l'enseignement lui rende hommage, parce qu'il est devenu un symbole, autant il faut faire attention à ce que l'école ne soit pas la seule institution républicaine dans ce pays à concentrer l'intégralité des débats qui agitent notre société. Il faut là aussi préserver, sanctuariser l'école d'un certain nombre de débats qui ont lieu ailleurs. Oui. Je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais c'est important également de respecter ce sentiment des enseignants qui ont envie de pouvoir continuer à travailler sans être les seuls à régler les problèmes que les adultes et que les décideurs n'arrivent pas à régler eux-mêmes. Ils ne sont pas adultes, les enseignants? Non, mais les profs, ce sont des adultes qui travaillent avec des enfants, avec des mineurs. C'est pas la même chose. Le but du jeu, c'est pas de faire de la politique ou de régler des problèmes républicains constamment au quotidien. Ça vous dit pas quand même? Alors, Virginie Leguet, mais ça dit pas quand même quelque chose d'une certaine soumission ou d'une certaine... Non, moi je crois pas du tout. Et je vais être encore plus minoritaire pour vous dire exactement le fond de ma pensée. Samuel Paty est un symbole. Mais ça n'est pas un héros. Samuel Paty, il est mort pas parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a été assassiné lâchement et horriblement parce qu'il avait simplement fait son métier d'enseignant. Oui, enfin qu'il avait évoqué, les caricatures. Il n'a pas été assassiné parce qu'il a appris comme des milliers d'enseignants dans ce pays qui parlent des caricatures, qui parlent de la liberté d'expression à leurs enseignants, à leurs élèves. Donc oui, c'est un symbole du terrorisme face à la liberté d'expression, mais son geste, pardonnez-moi de le dire, n'avait rien d'héroïque, il est somme toute assez banal, et heureusement qu'il est banal, puisque heureusement qu'on continue à parler de ces sujets dans les écoles de la République. Donc il faut faire attention aussi à la valeur des messages, à la valeur des symboles, et à ce qu'on met derrière les noms. Moi, encore une fois, j'aurais trouvé tout à fait normal qu'un collège s'appelle Samuel Paty. Je comprends aussi qu'on réfléchisse autrement, et je crois qu'il faut qu'on se tolère
par rapport à ces sujets, parce que si on ne se tolère pas, finalement, on fait gagner ceux qui, justement, font tout pour que l'intolérance, justement, nous soumette à un régime de la pensée unique. Mais qui est intolérant et de la haine. Qui est intolérant? Je voudrais dire quelque chose. Moi, j'ai été très surprise. Oui, Nicolas Corato a raison de dire que Samuel Paty n'a fait qu'enseigner une matière et que montrer des caricatures dans le cours de la matière qui était au programme. Mais je rappelle que Samuel Paty a été lâché par sa directrice d'établissement, a été lâché par ses confrères et consoeurs, autres enseignants, et que c'est ça le nœud du problème. Les enseignants, quand ils ont été manifestés, quelques jours après l'assassinat, j'allais dire la décapitation, parce qu'il a été décapité, de Samuel Paty, ont tous dit « mais ce qui s'est passé aurait pu se passer 20 fois, 30 fois, 50 fois ». Tous les jours, on a peur, tous les jours, on fait attention à ce qu'on dit, et tous les jours, on sait que s'il y a un problème, on nous dira attention, pas de vague, attention, pas d'histoire, attention, réfrène-toi plutôt que d'aller jusqu'au bout de ce que tu penses être l'exercice de ton métier. Et je dirais une autre chose dans l'affaire Samuel Paty. Il y a eu des dysfonctionnements dans l'organisation même des jours qui ont précédé la décapitation de Samuel Paty. Comment se fait-il qu'a été reçu à l'intérieur du collège le père d'un enseignant dont la fille n'avait pas assisté au cours, accompagné... Bon, on va pas refaire l'histoire. Mais il y a eu des dysfonctionnements. Mais pardon, si l'institution se tenait droite, elle n'aurait pas permis que ces deux personnes franchissent le seuil du collège, et elle n'aurait pas dit « Ah, mais bien sûr, je comprends ce que vous dites, on va essayer de régler les choses. » Régler les choses, on ne sait pas très bien ce qui s'est dit exactement, personne n'y était. On ne sait pas très bien ce qui s'est dit exactement. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. La directrice a été d'un courage. Non, la directrice a été d'un grand courage. Elle a résisté, malgré tout, au corps professoral. Mais si, bien sûr que si. Reprenez ce qui a été dit. La directrice s'est retrouvée toute seule. Elle a été lâchée par l'inspection. Elle a été lâchée par le corps professoral. Elle a été lâchée par les parents d'élèves. Elle s'est retrouvée toute seule. Reprenez exactement ce qui a été dit. Elle s'est retrouvée seule face à ce problème. Allez, on va changer de... C'est faux. Mais si. On va changer. On va vérifier. Je suis désolée de vous dire que c'est faux. C'est faux. La directrice a désavoué Samuel Paty et lui a demandé de présenter des excuses. Pas du tout. Ça s'appelle pas être toute seule. Mais c'est l'inspection. Mais non, c'est l'inspection. On va revérifier. Marie-Hélène dit bien sûr que c'est la soumission parce que les gens ont peur. Samuel Paty n'a pas été soutenu par sa hiérarchie. D'autres nous disent donner ce nom, effectivement, ça en fait une cible et ils ne sont pas protégés pour ça. C'est vrai que c'est un sujet compliqué, mais qui dit quelque chose quand même de notre société et de cette peur des attentats et de cet islam politique armé qui aujourd'hui effraie. Est une menace. C'est plus qu'une menace, oui. Oui, absolument. Et c'est normal d'avoir peur. Vous trouvez que c'est normal d'avoir peur ? La peur, c'est un sentiment naturel. Les gens qui n'ont pas peur, me font très peur. Vous savez, Charb disait je préfère vivre debout que de mourir à genoux. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est le courage. Je parle de la peur. Heureusement que la peur est un sentiment naturel. Et si vous connaissez des gens qui n'ont pas peur du terrorisme, vraiment tenez-vous loin d'eux parce que ce sont des gens très dangereux. Oui, mais c'est. Quand toute une société a peur, c'est grave. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est grave. Mais on ne dit pas que c'est pas grave. Non, mais il ne faut pas sous-estimer non plus. Allez, on va parler donc de ce confinement annoncé, ce confinement serré. Le choix du mot était pour le moins étrange. Emmanuel Macron devrait trancher ce week-end, nous dit-on, lundi au plus tard. Un nouveau conseil de défense devrait être organisé. On attendait d'autres chiffres pour voir si le variant anglais, le variant sud-africain se diffuse sur le pays. En tout cas, le couvre-feu ne freine pas suffisamment la propagation du virus. C'est ce qu'a dit hier Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? On a des pays autour de nous qui ferment leurs frontières, qui ferment leurs aéroports. D'abord, je crois qu'on est dans un tunnel dont on ne voit pas la sortie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi je comprends très bien que le président prenne son temps pour prendre une décision, pour décider. Dans la mesure où il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne solution. Vous faites le choix de la priorité sanitaire. Et dans ces cas-là, vous entraînez une chute économique importante. Vous faites le choix de l'économie, vous prenez le risque que l'épidémie flambe un peu plus.
Alors donc il n'y a pas de bonne solution, et en particulier là le en même temps est quand même très compliqué à mettre en place. Personnellement, alors moi c'est vraiment ça, c'est que moi je pense que je profiterai des vacances pour effectivement mettre en place un confinement dur, 2-3 semaines, considérant que les parents se sont déjà organisés pour 2 semaines, et donc il n'y aurait plus qu'une semaine à s'organiser. Voilà, c'est une suggestion. Après, je ne sais pas ce qui va être décidé, sinon que le confinement est effectivement inéluctable. Oui. Jérôme Dubus, vous avez des infos ? Non, je n'ai pas d'infos particulières. Il y a le rapport du Conseil scientifique qui préconisait effectivement le confinement il y a déjà une quinzaine de jours. Donc ce n'était pas anodin. C'est qu'il y avait 3 possibilités, dont celle-ci. Donc on en parlait déjà il y a 15 jours. Bon, en 15 jours, la situation s'est aggravée. Tous les indicateurs depuis lundi virent au rouge. On verra ce soir ce que ça donne. Oui. Là, on a 3 indicateurs qui sont très mauvais. Le nombre de contaminés augmente. On est à 28 000, alors qu'on était plutôt à 20 000. Le nombre de gens qui arrivent dans les hôpitaux augmente aussi, et le nombre de gens en réanimation augmente. Donc, on était sur un plateau qui était plutôt de l'ordre de 20 000 contaminations et 2 500 à 3 000 personnes en réanimation. On est en train de franchir ces seuils, et on est en train de les franchir de manière un peu accélérée. Et quand on regarde, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est la situation à l'étranger. Il y a quand même 5 pays. Alors, 2 ne sont pas en Europe, le Liban et Israël, qui ont reconfiné. Israël a reconfiné, après Noël. Donc ça fait déjà quasiment un mois. Pas totalement, non ? Ça fait Si, totalement. Vous ne pouvez plus vous déplacer au-delà d'1 kilomètre de chez vous. C'est un confinement très dur. Alors ils vaccinent très vite, mais ils confinent très dur aussi, en parallèle. Et je crois que, malheureusement, on n'échappera pas à un confinement plus serré. Enfin, je ne sais pas s'il faut employer ce terme serré. Ou plus dur, ou plus coercitif. En tout cas, je pense que, et moi je partage un peu ce que vous venez de dire, les vacances sont peut-être le moment, les vacances de février sont peut-être le moment adéquat, puisque les écoles sont fermées, pour faire en sorte qu'on ait un confinement plus difficile. L'alternative, elle est simple, c'est soit un confinement dur ou serré, ou le stop and go. Oui. Le stop and go, on n'en finit pas. Je crois que le stop and go ne suffira pas. Virginie ? Moi, je comprends que l'exécutif, et Emmanuel Macron en particulier, aient des hésitations avant de lancer ce 3e confinement, dont on imagine bien les conséquences économiques, sociales, psychologiques sur la population. Je comprends qu'il hésite entre plusieurs scénarios. Je comprends beaucoup moins qu'il livre ses hésitations, ou que les membres de l'exécutif les livrent à ciel ouvert. Je comprends beaucoup moins. Je termine, si vous m'y autorisez. Je comprends beaucoup moins que depuis quelques jours, les Français qui eux-mêmes ne sont pas dans les arcanes des décisions entendent des points de vue totalement contradictoires des différents membres. Et là, je parle bien des différents membres de l'exécutif, points de vue totalement contradictoires qui devraient rester dans une enceinte fermée. Le gouvernement a la responsabilité de prendre une décision, il doit l'assumer, mais il doit la prendre après avoir discuté en son sein, si je puis me permettre, et ne pas livrer la population à des états comme ça de stress et totalement contre-productif. Deuxième interrogation, si je comprends bien, nous en sommes toujours à, comme variable d'ajustement, ce que les hôpitaux peuvent tolérer dans les services de réanimation, le nombre de lits. Nous en sommes toujours à ce même variable d'ajustement depuis mars. Mais tous les pays en sont là. Ce côté-là. Tous les autres pays en sont là, enfin. Il n'y a pas que la France. Il suffit de regarder ce qui se passe en Espagne, il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, on est en train, qui était montré comme un exemple au premier et au deuxième confinement. Attendez, je termine. Au premier et au 2e confinement, on nous a dit l'Allemagne c'est formidable. Bon, aujourd'hui, on nous dit qu'il manque 1 million d'aides-soignants en Allemagne. Ils sont plus capables de faire en sorte d'accueillir correctement les gens qui arrivent en hospitalisation. Donc c'est un phénomène qui est absolument européen, voire mondial. C'est pas un phénomène français. C'est pas une raison, mais c'est pas une raison pour s'en réjouir. Alors, en un an, on ne rattrape pas 15 ans ou 20 ans d'errance hospitalière, on le sait très bien. Allez, mais peut-être que dans l'urgence, on aurait pu recalibrer les choses, d'autant que je le rappelle qu'avant même la pandémie, il y a eu quasiment 1 an et demi de grève et de cris d'alarme du système hospitalier qui disait déjà, avant même que la pandémie ne démarre, nous sommes dans un état de paupérisation et d'insuffisance chronique. On aurait pu y réfléchir depuis 1 an. On va marquer une pause, Nicolas Corato. On vous entendra tout de suite après. Restez avec nous sur Sud Radio.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Alors, je dis que je vous donnerai la parole, mais on a un appel avant vous, Nicolas Corato. C'est Éric du Tarn qui est en ligne avec nous et qui voulait parler de ce confinement possible, probable, qui va arriver. Bonjour Éric. Bonjour. Oui, on vous écoute. Donc, voilà, moi c'était pour vous faire part de ma position je suis artisan, je fais des pizzas à emporter uniquement, j'ai pas de livreur, etc. Ouais. Et donc la situation est terrible. Chaque 15 jours, 3 semaines, pardon, on a un changement de mode, on ne sait jamais sur quel pied danser. Un coup, c'est un confinement avec des règles de sortie autorisées. On passe au couvre-feu. Moi, le couvre-feu, pour moi, à 18h, c'est le pire de tout. Parce qu'avant, il y avait des dérogations de sortie pour pouvoir faire des courses alimentaires qui ont disparu avec le couvre-feu. Mettre en place de la livraison via les plateformes Uber et Deliveroo, idéologiquement, ça ne me convient pas. Et ils prennent 30 points. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, chaque fois qu'il y a une décision qu'un de nos chers ministres ou présidents parle à la télé, j'ai 3 jours pour réfléchir. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur mon activité? Quelles sont les aides qui sont potentiellement accessibles pour moi? Est-ce que ces aides seront plus intéressantes si je ferme? Est-ce que je dois continuer à travailler et prendre le risque de les perdre? Quelle est la prévision de chiffre d'affaires que je peux faire en fonction des contraintes qui sont mises aux gens pour sortir? C'est le flou artistique, on n'en peut plus. Ouais. Moi, mentalement, là, pour le 15 janvier, là, j'ai passé 3 jours, j'ai pas dormi pour savoir qu'est-ce que je faisais. Ouais. Est-ce que j'arrêtais mon activité? Est-ce que je la continuais? C'est insupportable, insupportable. Gouverner, c'est prévoir. Mais avoir une société, c'est prévoir aussi. Or, on n'a pas les clés pour prévoir. Et on a l'impression qu'eux, ils font au doigt mouillé. Allez, tiens, 19h, 20h. Allez, 20h, c'est bien. Oh non, 18. Allez, 18. Et puis derrière, on ne sait pas les conséquences que ça a. Donc c'est insupportable. Ouais. Voilà. Mon avis de. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de. Si on peut dire. Oui, c'est intéressant sur le fait qu'on soit obligé de se fier aux capacités hospitalières. Moi, je leur reproche quelque chose, c'est leur manque de cynisme. Ça fait 20 ans que nos politiques taillent drûment dans les économies des hôpitaux et de la sécurité sociale en faisant en sorte de diminuer au maximum ce secteur-là de dépenses, etc. Mais qu'ils assument, qu'ils nous disent, ça fait 30 ans qu'on veut réduire, ça y est, on y est. On espérait que les difficultés seraient pour le gouvernement suivant, ça tombe sur nous. Écoutez, il va y avoir des morts, parce que ce qu'on fait depuis 20 ans fait qu'il va y avoir des morts. Donc, puisque le grand mot, c'est qu'il faut vivre avec le virus, qu'ils le fassent jusqu'au bout et qu'ils assument leurs décisions en disant, voilà, on va vous laisser mourir par milliers ou par dizaines de milliers, mais en fait, c'est le résultat de 20 ans de politique et c'est ce qu'on attendait. Ouais. Mais bon, plutôt que de faire de l'hypocrisie en disant, on va, alors que les ARS prévoient la fermeture des hôpitaux dès que la crise sera terminée. Bon, voilà. Merci. Non, mais merci de votre témoignage et de votre appel, parce que votre désarroi, votre détresse, on l'entend et elle est dans une très grande majorité de la population. Et cette indécision, c'est effectivement ce qu'on ressent, Nicolas Corato, beaucoup. C'est cette indécision qui pèse beaucoup sur le moral des gens. C'est-à-dire que même des gens qui sont contre le confinement disent, mais qui se décident, quoi, qu'il se passe quelque chose. Là, on est dans une espèce d'entre-deux qui est très difficile, très anxiogène. Nicolas? Oui, après, je pense qu'il ne faut pas être non plus trop sévère. Mais c'est moi qui le dis, donc voilà, avec le gouvernement sur la gestion de cette crise. Votre auditeur disait la clé, enfin personne n'a la clé de cette pandémie. Si on l'avait, et effectivement, chaque situation est nouvelle. Cette histoire de variant, personne ne peut prévoir exactement où elle va nous entraîner. On a quelques idées, on a peut-être quelques exemples à l'étranger, mais personne ne sait exactement comment on va sortir de cette crise ni quand. Donc moi, que le gouvernement se dise ni trop tôt ni trop tard, d'une certaine manière, pour l'instant ça tient. Tant que ça tient, je tiens, mais je ne dois pas tenir trop longtemps parce qu'ensuite ça peut être pire. J'entends et je comprends. Et je comprends même les couacs. Je veux dire, il y a un moment où il va falloir qu'on se dise tous que, à un moment, il faut faire un peu solidarité dans cette nation. Cette épreuve, il faut qu'on l'affronte ensemble en acceptant les erreurs des uns et des autres. Ce qui est inacceptable, en revanche, c'est 2 choses. C'est effectivement ce que dénonçait votre auditeur, c'est-à-dire de ne pas voir quand même, de ne pas regarder en face l'effet dévastateur d'une idéologie sur la situation du pays. Et ça quand même, il faut le dire et le redire et le répéter, ça ne réglera pas la question aujourd'hui, mais si nos hôpitaux sont exsangues, c'est parce qu'effectivement depuis 20 ans, depuis 30 ans, on a mis en place une seule politique libérale de gestion des coûts. Et 35 heures aussi peut-être, hein.
Mais peut-être, pourquoi pas, parlons-en. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les 35 heures qui aient déshabillé les services de réanimation de nos hôpitaux. Mais on pourra en discuter. Ouais. Mais en tout cas, il faudra s'en souvenir. Et il faut qu'on s'en souvienne tous les jours. Parce que j'entends ce que dit votre auditeur sur la difficulté d'avoir son activité. Et c'est vrai que c'est une tragédie pour beaucoup d'indépendants, pour les étudiants, pour tous ces gens aussi qui n'ont pas de couverture sociale et qui se retrouvent ni au chômage partiel, ni en activité et qui n'ont plus aucun revenu. Et il y a toute une partie de la population, tous ces gens ubérisés, vous savez, hein, l'ubérisation qui était l'avenir de la société, bah, ces gens n'ont plus aucune protection sociale aujourd'hui, aucun revenu. Et l'État ne fait rien pour eux, tout en ayant ensuite privilégié cette piste économique. Mais le vrai sujet aujourd'hui pour moi, c'est que, mais c'est toujours la même chose, il y a des gens qui peuvent mourir devant les portes des urgences. C'est ça le sujet national, qui dépasse tous les autres. Et donc la question c'est, est-ce qu'on veut toujours éviter que des gens meurent sans soins dans ce pays ? C'est totalement faux. Non, mais il y a des gens en Angleterre. Personne n'est mort devant les urgences. Jérôme, je ne dis pas, mais enfin, Jérôme, on a un problème de liaison. Vous pouvez moi aujourd'hui, ou alors c'est moi qui ne suis pas clair. J'ai jamais dit que quelqu'un était mort. Je dis que c'est le sujet, Jérôme. Et on va être d'accord, c'est le sujet. Personne ne mourra, même dans l'avenir, devant. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Mais en Angleterre, ça n'a rien à voir. Le système de soins est complètement par terre depuis des années et des années. Depuis 50 ans, le système de soins étatisé, ultra étatisé britannique, est par terre depuis des années. Enfin, souvenez-vous, quand on était étudiant et quand on allait en Angleterre, on ne pouvait pas se faire soigner. C'était déjà la même chose. Pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste en Angleterre, il faut attendre 6 mois, 1 an. Ça n'a rien à voir avec la situation française. Très bien, Jérôme. Il y a un moment, il faut quand même être réaliste. Mais notre système n'est pas beaucoup plus solide que ceux de nos voisins, vous l'avez dit vous-même, par rapport à ces sujets. Donc si demain, on a 10 000 personnes en réanimation, on fait comment ? On sait les prendre en charge. Il faut les éviter, ces 10 000 personnes. C'est précisément tout ce que va faire le gouvernement pour l'éviter. Non, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est cette valse hésitation du président de la République. Mais c'est parce que je crois qu'il y a un problème aujourd'hui d'acceptabilité qui est très fort sur un troisième confinement. Avec un risque. Moi, je me souviens qu'il y a un épidémiologiste anglais qui a inventé la notion de confinement, qui s'appelle Neil Ferguson. Il nous a dit quoi au printemps ? Il nous a dit qu'il faudra 6 confinements et 6 déconfinements. On en est peut-être au 3e. Il y en a encore 3 peut-être, s'il a raison. J'espère qu'il n'a pas raison et qu'il se trompe. Si on est dans le stop and go. Mais le stop and go, tout le monde le pratique, le stop and go. Tout le monde le pratique, même la Chine qui nous donne des leçons de réussite tous les jours, matin, midi et soir, avec tous les congressistes du Parti communiste chinois qui applaudissent la stratégie de leur leader. Mais la Chine aussi fait du stop and go. Tous les jours, ils font du stop and go. On ne sait pas ce qui va se passer avec cette pandémie. Regardez le variant qui, aujourd'hui, il y a 15 jours, il y a 1 mois, pouvait envisager qu'on serait dans cette situation avec le variant. Personne. On est effectivement au jour le jour. Au jour le jour. Bon, Olivier Véran annonce une conférence de presse à 14h aujourd'hui, donc je ne sais pas ce qu'il... Bon, après, Virginie, qui a des couacs dans la communication, moi je veux bien, mais vous savez, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Personne. Non. Mais... Écoutez, il y a quand même quelque chose que vous avez dit qui me surprend. Vous parlez de l'acceptabilité, mais quand on regarde les enquêtes d'opinion en ce moment, les Français sont largement prêts à un 3e confinement. Donc, est-ce qu'il faut... Pas largement, Virginie. Non, c'est moitié-moitié. Virginie, c'est 50, c'est quasiment 48-50. C'est un Français sur 2. Donc, c'est pas gagné non plus. Et ça dépend quel type de confinement. Jusqu'au bout de ma phrase. Oui. Allez-y. Est-ce qu'il faut céder face à ceux qui ne veulent pas entendre parler d'un 3e confinement, ou est-ce qu'il faut prendre une décision d'intérêt public ? Est-ce qu'on est un peuple qui doit se protéger dans sa globalité ? Est-ce qu'on gouverne sous la peur ? Est-ce que du coup, parce qu'on a peur, on ne prend pas les bonnes décisions ? Moi, c'est ça qui me surprend dans les atermoiements du gouvernement, parce qu'on entend les scientifiques et les responsables tous dire depuis des semaines, le confinement est inéluctable, on n'aura pas d'autre solution. Et on voit un gouvernement qui dit « Ah oui, mais alors il y a des Français qui n'en veulent pas ». Mais ce n'est pas la question que les Français n'en veulent pas ou n'en veulent. Si c'est la décision à prendre, il faut la prendre. Oui, sauf qu'il y a aujourd'hui une acceptabilité qui doit être prise en compte. On voit ce qui se passe aux Pays-Bas, on voit ce qui se passe au Danemark, Israël, Liban. Mais là aussi, ce n'est pas la majorité de la population de chaque pays. Ce ne sont qu'une partie de cette population, et ce n'est pas cette partie de la population qui doit primer sur l'ensemble et sur l'intérêt général. Mais c'est la raison pour laquelle, attendez, au premier confinement et au deuxième confinement, qu'est-ce qu'on a dit ?
et même aux 2 couvre-feux qui ont été mis en place et étendus après 18h. On a dit que le gouvernement décidait seul, que c'était Paris qui décidait, que les territoires n'avaient rien à dire, que tout était imposé du haut par les préfets et par le Premier ministre. Bon, aujourd'hui, il y a des réflexions, il y a un atermoiement, il y a des consultations qui vont être faites. C'est pas utile de les rendre publics. Mais attendez, quand on consulte, on le rend public. Enfin, cet après-midi, le Premier ministre... Non, si, le Premier ministre reçoit... Avant de prendre une décision, vous savez très bien que ça ne sera pas resté secret. Le Premier ministre reçoit l'ensemble des forces parlementaires pour consulter. On ne peut pas reprocher aujourd'hui de faire de la consultation après avoir reproché d'imposer les choses. Enfin, c'est tout et son contraire. Là, je ne comprends pas très bien. On peut reprocher à un exécutif d'avoir une communication aussi contradictoire et aussi anxiogène. Et la responsabilité d'un exécutif, c'est effectivement de prendre des décisions, y compris dans la douleur, mais de les prendre et de les assumer. Oui, mais c'est aussi de consulter avant de prendre des décisions. C'est ce qui est en train de se passer. Mais il peut consulter dans le secret des consultations. Mais vous savez très bien qu'il n'y a plus de secret des consultations. Enfin, allez, c'est fini. On va marquer une pause et on va revenir sur ce sondage Marine Le Pen, Emmanuel Macron au coude à coude au deuxième tour. On en parle avec vous dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, on va commenter ce sondage Harris Interactive qui n'a pas été publié mais qui a été révélé par Le Parisien et l'Express. Emmanuel Macron serait crédité de 52% des intentions de vote au second tour de la présidentielle contre 48% pour la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Un écart qui se situe dans la marge d'erreur de l'enquête. Pour rappel et pour info, en juin 2020, un sondage IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio avait crédité le chef de l'État de 55% des intentions de vote pour le second tour contre 45% pour la présidente du RN. Et lors du second tour de l'élection présidentielle en 2017, Macron avait obtenu 66% des voix pour info contre 33% et 34% pratiquement pour Marine Le Pen. Donc marge d'erreur encore une fois, mais néanmoins on voit les observateurs qui s'inquiètent quand même de cette progression de la présidente du Rassemblement national. Oui, enfin, alors d'abord, je pense qu'il faut être prudent. L'élection, elle a eu dans 15 mois et que l'élection, elle sera sanctionnée par la façon dont a été gérée cette pandémie. Ce qui pose la première question de savoir, c'est est-ce que Macron sera en situation d'être candidat. Ça, c'est la première question. Après, il faut qu'il y ait quand même d'autres sondages pour voir si c'est une tendance profonde et durable. Après, il faut pas écarter ce qui est propre à la dynamique d'une campagne qui fait que voilà. Et troisièmement ou quatrièmement, je ne sais plus, je ne suis pas sûr que les choses sont aussi faciles pour Marine Le Pen, dans la mesure où elle aura des concurrents à sa droite, qui pourront être Dupont-Aignan ou à sa gauche, comme vous voulez, mais enfin à l'extrême droite, à la droite certaine. Et quand j'entends un Robert Ménard qui ne cesse de demander à ce qu'il y ait une candidature d'extrême droite élargie, tous ces gens-là, ils pourront peut-être grappiller des points à Marine Le Pen dès le premier tour, et ce qui lui rendra les choses plus difficiles. Oui, il dit elle ne peut pas gagner seule. Claude Veil, qui est éditorialiste, rapporte un papier dans Le Monde de Françoise Fressos qui explique pourquoi tous les prétendants à l'Élysée de gauche ou de droite tiennent pour acquis que Marine Le Pen sera au second tour et qu'ils ont choisi de la ménager, de concentrer leurs attaques sur Macron. C'est l'analyse qui est faite. Nicolas Corato. Non, mais d'abord, merci Valérie d'avoir précisé que ce sondage n'était pas publié, ce qui est assez rare de voir des organes de presse reprendre des sondages dont on n'a pas parce qu'on voit pas le détail du sondage. On ne sait pas qui l'a commandé, c'est ça. Voilà, il y a quand même là-dessus, on aimerait un peu voir le détail. Et il faut effectivement rester prudent. Il n'empêche que quand même, c'est intéressant parce que il y a une dynamique qu'on sent, c'est-à-dire que Madame Marine Le Pen ne brille pas nécessairement par son parcours politique depuis quelques mois et pourtant elle ne cesse de progresser. Ses idées ne cessent de progresser et dans les sondages, il faut reconnaître qu'elle progresse ou en tout cas qu'elle reste très haut. Ce qui est en soi un échec pour le président de la République actuelle qui quand même nous a vendu ce combat contre les populistes, contre l'extrême droite comme étant le seul et le dernier combat politique du XXIe siècle. Je vous rappelle, la droite, la gauche, ça n'existe plus. Il y a désormais les progressistes face aux populistes. Et donc, il y a Emmanuel Macron
face à Madame Le Pen. Et en l'occurrence, on voit qu'effectivement, eh bien peut-être que le meilleur candidat du camp dit progressiste ne serait peut-être pas Emmanuel Macron, puisque si ces sondages venaient à se confirmer, ou cette tendance venait à se confirmer, il y aurait un risque qui n'existait pas, puisque Marine Le Pen n'était qu'un instrument politique pour permettre à certains de se maintenir au pouvoir. Et bien finalement, cet instrument reprendrait sa liberté, deviendrait un vrai risque. Et donc, M. Macron aurait créé un monstre. Voilà, c'est un peu Geppetto et Pinocchio. Et ce monstre, il nous appartiendrait à nous, le pays, de le gérer politiquement. Ce qui deviendrait effectivement, ce qui est une sorte d'impasse philosophique totale, puisqu'on aurait à faire un choix impossible, le choix entre Marine Le Pen, que la plupart des Français ne veulent pas au pouvoir, à ce jour, et un choix entre Emmanuel Macron que peut-être la plupart des Français ne veulent plus voir au pouvoir. Donc, il y a un problème, ça pose le problème de l'offre politique, et ça met, à mon avis, en péril toute la construction théorique et stratégique du président de la République pour 2022. Enfin, il y a une chose à voir quand même sur la tendance. Moi, je garde à l'esprit qu'entre les deux tours de la présidentielle, alors qu'elle avait fait un très très mauvais débat, Madame Le Pen a quand même continué à gagner 3 millions de voix. C'est-à-dire beaucoup plus que les réserves qui lui étaient amenées par M. Dupont-Aignan. Il y a donc intrinsèquement chez Marine Le Pen aujourd'hui et dans le Rassemblement national une tendance qui dépasse même leur propre candidat, qui dépasse sa personne et qui est une tendance idéologique très forte. Donc moi je pense qu'il y a péril en la demeure et que Emmanuel Macron, s'il était vraiment dans une position de père de la nation et de protecteur de la nation, devrait reprendre ses fiches et adopter une autre stratégie. Oui, bon, alors attendez, je voudrais que Virginie parle, parce qu'on ne l'a pas entendu sur ce sujet non plus. Virginie. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. En instaurant ce débat progressiste contre populiste, d'une certaine façon, Emmanuel Macron a donné ses lettres de noblesse à Marine Le Pen parce qu'il en a fait sa seule interlocutrice pendant des mois. Ce débat-là a été occulté depuis le début de la pandémie, mais il est effectivement dangereux parce que Marine Le Pen, qui peut rassembler autour d'elle tous les mécontents d'Emmanuel Macron, et il y en a beaucoup, pourrait effectivement être dépassée elle-même, j'allais dire, par son propre succès, parce que Marine Le Pen, dont on a longtemps dit qu'elle était son propre plafond de verre et qu'elle n'arriverait plus à faire réellement recette, surtout depuis son débat d'entre-deux tours de la dernière fois et surtout depuis les accusations de manque de travail, de manque de sérieux, de manque de ci, de manque de ça. Marine Le Pen, elle va simplement être le symptôme du mécontentement et le symptôme de la montée des populismes qui montent dans tous les pays, et notamment chez nous. Et il suffit de voir le succès, par exemple, de thèses comme celle que défend Éric Zemmour pour voir que les gens ont envie d'entendre des discours comme ça et que s'il n'y a que Marine Le Pen, eh bien, ils pourraient se dire eh ben, on va voter pour Marine Le Pen envers et contre tout, si je peux exprimer cette réserve. Malgré tout, on est à 15 mois de l'élection présidentielle et on a rarement vu un scénario qui soit fixé 15 mois. Absolument, non, mais c'est important de le rappeler. Mais c'est vrai que l'écart, tout de même, et encore une fois, on dit toujours sondage, photographie à l'instant T, c'est une photo, c'est une indication, Jérôme Dubus. Oui, moi je ne partage pas du tout ces analyses. D'abord, ce sont des analyses faites à partir d'un sondage dont on ne sait pas qui l'a publié, qui l'a fait, qui l'a commandité. Quand on le regarde de manière très précise, on voit deux choses. Premièrement, qu'il y a une partie de l'électorat de François Fillon de 2017, un tiers à peu près, qui vote au deuxième tour pour Marine Le Pen, ce qui n'était pas le cas en 2017, et que deuxièmement, il y a une forte abstention, enfin une abstention en tout cas beaucoup plus forte que prévu, et qui était le cas en 2017, de la gauche, et notamment de l'électorat de M. Mélenchon. Bon, donc, si vous voulez, c'est pas nous qui faisons l'élection, c'est pas Emmanuel Macron qui a décidé que son adversaire c'était Marine Le Pen, c'est l'électorat qui a choisi. Mais non, c'est l'électorat qui en 2017, s'il vous plaît, je vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. C'est l'électorat en 2017, l'électorat français. C'est pas les commentaires, c'est pas les éditorialistes, c'est l'électorat français qui a mis deux personnes en tête, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est comme ça. Et aujourd'hui, dans les sondages, les gens qui sont interrogés, les 1000 ou 2000 personnes qui sont interrogées, on n'a pas de précision sur le sondage, mettent encore ces deux personnes en tête. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui vote pour l'ensemble des Français. Ce sont les Français qui choisissent deux adversaires au deuxième tour de la présidentielle. S'il y a un vide politique aussi important aujourd'hui, c'est que les vieux partis, je pense notamment au Parti socialiste et aux Républicains, n'ont rien fait
depuis 3 ans, depuis 4 ans. Ils n'ont rien fait. Il n'y a aucune proposition. Où est l'alternance? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de Où sont les propositions? Les responsables, ce sont eux. Ce sont les partis classiques qui n'arrivent pas à ressurgir. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les Français qui choisissent, c'est pas nous. Ce que je dis, c'est qu'Emmanuel Macron a instrumentalisé cet affrontement avec les populistes. Et en l'instrumentalisant, il en a fait quelque chose quasiment d'incontournable. Et il joue avec Marine Le Pen, c'est les Français qui l'ont mise au deuxième tour, c'est pas Emmanuel Macron, enfin. C'est les Français qui ont choisi aux élections européennes de mettre le Rassemblement national en tête aussi. Il faut arrêter de dire qu'il y a d'exploitation. Jérôme, vous avez raison et vous êtes très fair-play en mettant en cause les vieux partis socialistes et républicains. Non, mais je constate. Et vous avez parfaitement raison. N'oubliez pas qu'il y a également une autre donnée, c'est le bilan de ce quinquennat qui pèse dans ces sondages à répétition. Donc, je suis d'accord avec vous pour constater qu'il n'y a pas de contre-projet au projet actuel, mais ne mettez pas sous le tapis le bilan de ce quinquennat, qui n'est quand même pas neutre par rapport à de tels sondages. Qu'aujourd'hui, dans un échantillon soi-disant représentatif de la population, 48% des sondés annonce, déclare, et vous savez que c'est compliqué de déclarer pour voter pour Marine Le Pen. On sait que les sondeurs ont eu depuis des années énormément de mal sur ce sujet-là. Ça a beaucoup changé, hein, Frédéric. Maintenant, c'est à peu près exact. Ça a beaucoup changé, mais ça reste compliqué. Que 48% d'un échantillon représentatif disent qu'ils voteraient au second tour de la présidentielle pour Marine Le Pen, ça n'est pas neutre et ça n'est pas à imputer uniquement au parti classique. C'est pour ça qu'on l'a évoqué ce matin. Voilà, c'est à suivre, encore une fois. Mais s'il y avait une alternance crédible, on n'en serait peut-être pas là. Voilà, c'est tout. Ou peut-être que si, malgré tout. Non, je suis pas sûr. On verra. En tout cas, aujourd'hui, elle n'existe pas. On verra. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff. À demain.